Les amis, Batman est tombé. Et je sais exactement pourquoi. Ben ouais, les motards, des fois, ils ont ce rituel, hein, ils se crient des choses, et là, il y a deux versions qui sont possibles. La bonne année à tes parents, la santé surtout. Hey Batman, j'ai ta sextape avec Alfred. Ah ouais, c'est très très moche. Bon, j'ai juste le temps de vous dire qu'on se retrouve ce week-end, le 29 février, le 1er mars à Épinal, à la CNU. Hein, c'est au centre des congrès d'Épinal. J'y serai avec Monsieur Garcin, avec Beau Gauthier de Kermoal. Il y aura plein d'autres guests aussi. J'y serai pour papoter avec vous, pour des dédicaces. J'aurai des prints de Bruno Bessadi. J'aurai en quantité ultra limitée, j'en aurai qu'une dizaine, hein, un jeu de cartes à vous donner. Mais ça, ce sera que pour ceux qui ont vu ce JT et qui auront le code secret. Hein. Le code secret, c'est Tigrou et surcoté, c'est Hobbs le meilleur. Parce que ça, c'est Hobbs, hein, c'est pas Tigrou. Éduquez vos gosses, bordel, hein, je l'ai déjà dit. Ou alors vous pouvez aussi me dire j'ai soif, t'as pas un verre d'eau. Donc je vous remettrai ça, mais il y aura surtout donc une conférence sur Batman et un quiz auquel je vous invite tous à venir participer. Il y aura des lots un petit peu pour tout le monde. Le but c'est de s'amuser, pas d'être frustré. Voilà, je serai donc le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à environ 4h moins le quart. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, on va bien s'amuser. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 233e JT Comics. L'heure est grave, donc sans plus attendre, eh bien on passe aux news de la semaine. Groot sauveur. C'est l'histoire insolite de la semaine, on aurait presque pu titrer ça. Une jeune pousse sauve deux vieilles branches, mais un chien sauveteur nommé Groot a retrouvé un couple de personnes âgées de 77 et 72 ans perdu en forêt depuis une semaine, bloqué dans un ravin. Ce chercheur et cette linguiste étaient partis pour une balade romantique qui ne devait pas durer plus d'une vingtaine de minutes pour le jour de la Saint-Valentin. Donc ils ont pris ni portefeuille, ni portable, ni rien. Quelque chose me dit que le vieux il voulait sortir sa brindille. Il aura fallu près d'une centaine de sauveteurs pour ratisser toute la forêt en vain. On les croyait littéralement morts. Et puis Groot, donc ce jeune chien, les a entendus malgré l'épais feuillage qui recouvrait donc le fossé dans lequel ils étaient bloqués, se nourrissant, enfin s'abreuvant à une petite mare d'eau un petit peu croupie, donc ils ont dû avoir une sacrée chiasse. Tout est bien qui finit bien, donc gardien de la galaxie, je sais pas, mais en tout cas gardien de ses aînés, ça c'est sûr. La Hotte. Et si Star Wars s'inspirait de notre histoire politique et vice versa, puisqu'après la vieille République, nous avons la Haute République, un Star Wars donc en marche vers de la pure nouveauté, puisque l'histoire se situerait 200 ans auparavant, une espèce de page plutôt vierge de l'histoire du canon, du corpus. Ne vous méprenez pas, on retrouvera quand même les bons vieux Jedi, qui sont pas vraiment une nouveauté dans l'univers de Star Wars, mais en tout cas dans les 3 romans et 2 comics qui seront donc chacun ciblés pour des publics différents. Ils s'efforceront de nous raconter l'histoire des Jedi quand ils n'étaient encore que de purs gardiens de la paix. Et on apprendra même ce qui leur fait peur, que les Funko Pop soient interdites. Le projet principal sera mené par Charles Soule, donc l'auteur. Cette fois ce sera de la prose et pas du comics. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est relié à aucune série ou film déjà tourné ou même en cours de production. On verra combien de temps ça va tenir cette histoire. Le seul truc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce sont les fans de Star Wars The Old Republic qui se sont un petit peu fourbés parce qu'ils avaient l'impression de tenir eux leur univers transmédiatique et qu'il était en plus assez solide. Mélange, mélange. Je ne sais pas si c'est la saison des amours ou bien la saison des cocktails, et parfois l'une peut faciliter l'autre, mais en tout cas, les licences se mélangent et font même des bébés. C'est le cas de Lock and Key qui vient tout juste d'être adapté en série et de Sandman qui va bientôt l'être. Non, vous ne rêvez pas, IDW et DC Comics annoncent une histoire partagée par Joe Hill et Gabriel Rodriguez et la clé de l'intrigue, si on en croit la couverture, ça sera l'enfer. Ça, et les amateurs de Sandman auront reconnu le symbole qui a servi dans le tout premier chapitre de l'histoire, par Sam Kiff et par Neil Gaiman, à invoquer Dream sur Terre. Moi je dis oui. On le savait déjà, les Tortues Ninja et les Power Rangers se côtoyaient dans le crossover éponyme sous forme de mini-série. Eh bien il semblerait que les choses soient passées à la vitesse supérieure, si on en croit ces concepts de Simone Di Meo qui nous présente des Tortues Rangers et des Ninja Rangers. Là il y a clairement de quoi faire frissonner les fans des deux univers et les marchands de produits dérivés. Didi, au revoir. Koh-Lanta reprend et Dan Didio se fait éteindre son flambeau. Coïncidence?
Je ne crois pas. Alors que tout le monde savourait tranquillement des petites photos et vidéos soi-disant volées sur le tournage du prochain Batman, la nouvelle est tombée brutalement vendredi soir et puis ça s'est déroulé sur tout le week-end. Un des architectes de DC Comics, le co-éditeur Dan Didio, a été viré par DC Comics après 18 ans de bons et loyaux services. Quoi qu'on pense du bonhomme, c'est quand même la fin d'une ère, la fin d'une époque chez DC Comics, donc je vais prendre le temps de revenir un petit peu sur ça. Déjà, il faut comprendre à quoi sert un éditeur. Dans les petites structures, un éditeur, c'est celui qui coordonne un petit peu tout, qui jongle avec les artistes, le scénariste, qui fait en sorte que tout soit rendu à temps, qui définit la ligne éditoriale et qui la fait régner, à respecter. En gros, il faut que ça soit la goutte d'huile dans le rouage. Dans la tribu DC Comics, un foulard bleu et blanc, c'est un petit peu différent, vu qu'il y a plus de titres, il faut qu'il y ait plus de monde. Donc vous avez quelqu'un que beaucoup de monde oublie, mais c'est Bob Arras, qui est donc éditeur en chef et vice-président senior, c'est le patron. Puis sous lui, vous aviez Dan Didio, qui était co-éditeur avec Jim Lee, qui était co-éditeur et directeur de la création. Et puis, ils supervisaient tous donc des éditeurs de groupe, de pôles, donc des éditeurs du pôle Batman, des séries Superman, etc. etc. Jusqu'à la fin 2019, il y avait quelqu'un entre Bob Arras, Dan Didio et Jim Lee. C'était Pat McCallum, l'ancien éditeur en chef du magazine Wizard, un magazine de référence sur les comics, qui donc était l'éditeur superviseur de tout le DC Universe, mais il est parti, ou alors on l'a fait partir dans des circonstances qui restent un peu floues. Et c'est ça qui est préoccupant, hein. Les éditeurs de chez DC semblent tous finir par sauter comme dans les soirées DSK de la grande époque, hein. Ce sont bien ces vagues de départ successifs, récurrents, qui ont peut-être inquiété l'éditeur au point donc que malgré le flot d'amour que Dan Didio a reçu sur les réseaux sociaux de la part de tous ceux qui ont travaillé avec lui, qu'ils soient scénaristes, dessinateurs ou même collègues dans le staff éditorial, bien il semble que sa micro-gestion du travail éditorial chez DC ait généré une espèce d'environnement de travail néfaste, trop pour DC, qui a préféré s'en séparer. Et alors avec la Warner et AT&T, c'est sans préavis, hein, comme un malpropre, hein, et entre deux réunions, le jeudi soir, le vendredi, paf, il a pris dans la foulée, pratiquement en même temps que nous. Et puisqu'on est dans un milieu où on adore qu'on nous raconte des histoires, on s'en invente aussi peut-être, hein, beaucoup font rentrer les rancunes personnelles, les rumeurs en jeu. Certains disent que c'est le travail de Scott Snyder qui a poussé Didio vers la sortie, puisqu'il n'apprécierait pas que donc le futur projet de 5G, la génération 5, dont je vous ai parlé depuis quelques JT, d'autant que ce projet doit être mis en route dans la suite de Batman Metal, Death Metal, ce à quoi Scott Snyder s'opposerait un petit peu. Certains disent même que Scott Snyder ou Geoff Johns, avec qui Didio s'est un petit peu disputé au fil des années, eh bien pourrait le remplacer, alors que bon, Didio n'a pas vraiment besoin de remplaçant, puisqu'il y a Jim Lee qui était co-éditeur, donc il devient éditeur. Mais je comprends pourquoi on s'imagine que Jim Lee fera pas forcément le taf, hein, puisqu'il est plus dans le créatif, il a été aussi dans les jeux vidéo, bon, il était pas tout le temps là. On verra ce que choisit de faire DC, hein, mais peut-être que l'essence du problème, finalement, c'est une crise des crises. Vous le savez, DC n'a pas attendu Dan Didio pour se taper des crises, hein. La plus célèbre d'entre elles, la première, c'est Crisis on Infinite Earth, hein, censé venir purger un petit peu la chronologie d'ici et puis la rendre plus abordable. Mais disons que si les crises c'était des shots de vodka, Dan Didio l'aurait souvent fini à crouler par terre sous le bar, hein. Ah oui, Dan Didio, il a clairement épousé le concept, hein, pour tenter de booster les ventes de comics. Il fallait qu'il sorte du comics en kiosque tout le temps, donc à une fréquence élevée. Il y a d'abord eu Identity Crisis, qui finalement n'était pas si énorme que ça, puis Infinite Crisis, qui a débouché sur la série 52, donc c'était des comics hebdomadaires, puis ça a débouché sur le Final Crisis, qui n'avait de final à peu près que le nom, hein, puisqu'on a eu droit ensuite au Flashpoint, à tout le New 52, Convergence, hein, et puis il y a Geoff Johns qui a un petit peu pris le relais, qui a fait donc le Rebirth, et là Didio qui revenait avec son projet de génération, donc diviser l'histoire de DC Comics en 5 générations pour introduire de tout nouveaux héros, du sang neuf. Parlons-en justement de la 5G, puisque sa manière de la mettre en œuvre a dû mine de rien jouer dans son éviction. C'est que tout avait été préparé, donc un gros boulot de la part des éditeurs, hein, pour tout trier, pour tout faire en sorte de rentrer dans ces 70 ou 80 ans de continuité pour la San Diego Comic Con
Con de l'année dernière, donc il s'est servi de ça comme une espèce de crash test, puisque beaucoup a été apparemment remanié avec les retours qu'ont fait les gens sur les réseaux sociaux, sur les forums et tout ça. Donc ça a demandé pas mal de travail, de moonwalk aux éditeurs aussi. Donc est-ce qu'avec son départ la 5G va être annulée? Eh bien apparemment pas du tout, hein. Le projet est engagé, on voit la tête, ça va sortir, hein. Même sans Dan Didio, il a quand même initié la machine. Les créateurs, à l'heure où on parle, seraient en train déjà d'y travailler, et donc on parle d'une annonce officielle, propre, carrée pour la prochaine San Diego Comic Con, et une sortie au mois d'octobre-novembre, pour qu'il y ait environ 6 mois d'avance de parution de comics à la première sortie. Didio a réagi en disant qu'il remerciait tout le monde pour le torrent d'amour qu'il a reçu, en disant qu'il n'avait pas les mots pour la première fois, et donc il a reposté ce discours de 2015, hein, donc à l'époque où DC avait convergé de New York à Burbank en Californie. Bon, après, la personnalité de Didio était ultra clivante, et il y en avait qui l'aimaient en tant que scénariste mais pas en tant qu'éditeur, il y en avait qui le détestaient purement et simplement. C'est le cas de Rob Liefeld, qui s'est encore illustré de quelques petits tweets bien mesquins. En attendant, on peut dire que beaucoup, hein, moi y compris, sont excités par la perspective d'un changement, imaginant peut-être, ça c'est pas mon cas, hein, que avec Dan Didio parti, DC va sortir peut-être de cette espèce de statu quo dans lequel l'ancien éditeur les maintenait, hein, maintenant aussi les ventes en dessous de chez Marvel. Bon, puis je vais terminer sur quelques pensées personnelles, hein. Dans la majeure partie des cas, hein, que ça soit en politique ou en édition, je suis contre l'homme providentiel ou l'homme fusible. Après, c'est à voir clairement au cas par cas, hein, mais s'il n'y a pas eu de faute grave, hein, à la Eddie Berganza, eh bien, je ne pense pas que le succès ou l'échec de telle ou telle initiative, de telle ou telle vente soit attribué à un seul homme ou une seule femme. Donc même si Didio n'est clairement pas un travailleur précaire et qui va probablement retrouver un job par la suite, hein, j'ai beaucoup de mal à voir quelqu'un se faire virer en 3 réunions et en même pas 12 heures. Ça m'emmerde un peu d'un point de vue philosophique, hein. Mais certes c'est Dan Didio, certes on est dans un moment d'entropie, hein, la fin d'une ère et le début d'une autre, mais il y a des milliers de personnes anonymes, donc de travailleurs freelance, et notamment surtout dans le milieu des comics, de l'art, qui subissent le même sort chaque jour et dont on parle 100 fois moins. Donc ça les surprendra clairement pas, et j'aimerais leur rendre hommage ici. CTRL-C, CTRL-V. Larry Tesler est mort, c'était l'inventeur du copier-coller, et il semblerait que sa dernière incantation ait été pour Marvel, qui veut profiter, elle aussi, hein, de l'engouement pour tout l'univers, le lore du Batman Death Metal, le Dark Multiverse, et qui s'apprête à sortir des Dark Variant Covers qui viennent réimaginer, réinventer les personnages plutôt héroïques de l'univers Marvel dans des versions maléfiques. Alors est-ce qu'on a affaire à un mauvais coup de la maison des idées pompées, hein, surtout si on regarde ce Captain America qui ressemble beaucoup au Merciless de Scott Snyder et de Greg Capullo, ou bien est-ce que ce n'est que justice si l'on considère que le Cancerverse, inventé en 2010 dans les pages de Realm of Kings, est lui-même un Batman Metal, un Dark Multiverse avant l'heure. Pour rappel, hein, c'est l'univers dans lequel le cri Marvel a infecté tous les super-héros avec l'aide de ceux aux 1000 aspects. Un sacré délire, hein, ça pourrait être une campagne de prévention contre l'herpès génital. Je vous laisse me dire qui c'est qui a commencé à copier dans les commentaires. En attendant, ils ont fait au moins un CTRL-C, un CTRL-V sur la moitié du logo de Dark Reign. Le bat-point. Bon, on a eu droit à des images dites volées sur le tournage du prochain Batman de Matt Reeves, hein. On a pu voir le bat costume plus en détail, hein. Il est porté par un cascadeur, ou alors c'est Ben Affleck qui est revenu, parce que la ressemblance frappe tellement fort qu'elle pourrait s'appeler Sadek et toute son équipe. Ben Affleck a d'ailleurs déclaré dans une interview que Robert Pattinson était un grand acteur et qu'il était persuadé qu'il allait s'en sortir dans le rôle de Batman, et il a déclaré lui l'avoir abandonné parce qu'il ne mourait plus d'envie de faire ce film, hein, surtout après les critiques de Justice League qui l'ont un petit peu refroidi. Bon, du coup ça relance clairement le débat entre ceux qui aiment l'aspect réaliste du costume de Batman, l'aspect vêtements militaires et tactique, et ceux qui en ont clairement marre que Batman soit habillé comme un membre de la compagnie républicaine des Stormtroopers, hein, donc qui t'éborgne tous les samedis si tu portes du jaune ou si jamais tu fermes tes volets. Ça ressemble clairement à un costume de samouraï, hein, avec ses renforts pour les épaules, cette espèce de plastron central, et le détail qui est intéressant, c'est justement les avant-bras avec le rappel des traditionnelles lames des avant-bras avec, bon cette fois c'est des lanières, hein, ça risque pas trop de couper grand chose, mais elles sont ajustées de manière
un petit peu bizarre et nous on sait pourquoi. Et on peut voir qu'il stocke sur son avant-bras des projectiles qui rappellent directement les talons de la cour des hiboux. Et donc c'est une drôle de source d'inspiration puisque ce sont normalement des antagonistes de Bruce Wayne. Mais après tout, quand l'ennemi a une bonne tactique, eh bien pourquoi pas la lui niquer. Bon, après je pense que ces supposés leaks vont se calmer un petit peu. Là ils sont clairement sur un effet d'annonce. On nous a montré le costume, maintenant on a l'impression de le voir envoler. Je pense qu'après ça va être un petit peu plus secret. On a pu voir des citrouilles sur dans les décors et ça renforce l'hypothèse que c'est clairement adapté de tout l'univers Team Sale et Jeff Loeb, donc un long Halloween. On a aussi vu une image qui aurait très bien pu être tirée de Seven, d'une victime probable d'un super taré évadé de l'asile d'Arkham. D'ailleurs, l'asile d'Arkham qui a été trouvé, ça sera un hôpital écossais de la ville de Glasgow. Et en attendant, ce qui fait toujours plaisir, c'est de voir l'acteur Jeffrey Wright se plonger dans les tout premiers épisodes de Batman. Donc il a l'omnibus du Golden Age et peut-être qu'il fait sûrement ça pour des recherches sur son personnage, sur le lore. Et je lui conseille, si ce n'est déjà fait évidemment, Year One, Sombre Reflet et la cultissime Gotham Central. Comment ça, il regarde pas le JT Comics? Lisez, cette semaine j'ai pas lu grand chose, j'ai lu ce qui a mis le pied à l'étrier de Jeff Loeb et de Team Sale. C'est souvent appelé soit Batman Halloween, soit Batman Haunted Night. Vous avez compris pourquoi, je vais probablement me refaire d'ailleurs Long Halloween et Dark Victory dans la foulée. Et je trouve voilà, que les prémices sont là, même dans Batman Halloween. On retrouve évidemment donc toute cette réappropriation du conte, du folklore, donc notamment d'Alice au Pays des Merveilles, pour venir faire des flashbacks que je trouve intelligents sur le personnage de Bruce Wayne. Puis au final, je trouve que l'essence du récit, c'est de parler de la famille, celle qui est à jamais désirée par Batman et celle qui vole en éclats dans le cas du commissaire Gordon. Donc voilà, un très bon récit. C'est la fin de ce JT, je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux, comme d'habitude, qui le partagent, qui mettent des pouces bleus, qui activent la cloche et qui font en sorte que la chaîne grossisse, puisqu'il y a pas mal de nouveaux abonnés. Bienvenue à tous. Merci aux anciens, merci aux nouveaux. Merci à ceux qui tweetent, qui retweetent, qui Facebook, qui Instagram, qui mettent des stories, qui Discord. Voilà, vous pouvez, n'oubliez pas donc réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous sur les réseaux sociaux que je viens de vous citer. C'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour le Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté dans mes vidéos et ça, j'en suis fier. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous ce week-end pour ceux qui sont dans la région d'Épinal et sinon la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. On m'informe quand on a des nouveaux éléments dans l'enquête. Magneto. Et Batman, regarde Carnage, il a la même touffe au-dessus du sgeg.